Roissy-Charles de Gaulle, le plus grand aéroport d'Europe. Ici, chaque jour, près de 700 avions atterrissent et décollent. Il ne reste parfois que quelques heures sur le tarmac, alors comment repérer parmi tous ces appareils les avions poubelles? C'est le travail de Frédéric Lepuil et Bernard Chassaignon, deux contrôleurs de l'aviation civile. Ah oui, il y a le parking, mais il n'y a pas d'heure à Chaque actualiser. matin, ils étudient la liste des avions qui doivent se poser sur l'aéroport. Il est là. Dans leur ligne de mire, des charters sous surveillance, Alors, des compagnies 2D. inconnues ou des avions anciens. Vous avez fait quelque chose? Oui, bon, il y a un charter seul intéressant dans cette plage horaire, c'est un charter turc de World Focus. Donc on vous invite, on va essayer de le prendre avant qu'il reparte. Bonne journée. Merci, au revoir. Donc on va sur le terminal T3 qui est le terminal réservé aux charters. À chaque fois, c'est une inspection surprise. Are you captain for the flight? First officer. First officer. Captain is up there. Okay. Good morning, Captain. We are making a ramp inspection for civil aviation. Cela ressemble à un contrôle de police. Licence du pilote, papier du véhicule. Pendant qu'à l'intérieur du cockpit, un inspecteur vérifie les livres de bord, à l'extérieur, l'autre contrôleur inspecte le fuselage. Il faut faire vite. L'avion vient juste d'arriver d'Istanbul, il repart dans 1 heure. Pneumatique, réacteur, fuite de liquide. L'inspection comporte une 50aine de points. For some Seul usage, problème we relevé need cette to fois-ci. develop, La but mise to à jour du reflect here checklist. it is time. C'est après It's ça. very petite changes. Yeah, it's a small changes, but Yeah, I know it. slightly different. So it's not important, obviously, Le but commandant de bord a raison, so ce this n'est one qu'un is the most détail, recent, mais since il sera that's the quand most même important. notifié dans le But rapport de la this must be DGAC. updated Pour le reste, les According. inspecteurs sont according satisfaits. to that. Le contrôle Okay, so n'aura we'll duré mention en that. tout que 45 minutes. Alors, FCM. Alors ce temps est une limite à partir du moment où on n'a aucune remarque particulière. Si on avait trouvé quelque chose, à ce moment-là, il n'y a plus de limite de temps. On poursuit nos investigations et là, ça peut durer 2 jours s'il le faut. L'avion est bloqué. La conclusion, c'est un avion sûr. Jusqu'à présent, oui, pas de souci. Donc il nous reste quelques petites vérifications à faire, mais je suis assez confiant sur le résultat. I believe that pense que those ces contrôles kind of sont utiles, controls is particulièrement necessary pour les for compagnies the charter airlines, especially. Because sometimes we Parce que forget parfois, to on fix oublie de some réparer certains problems. problèmes. We forget to update oublie de mettre à jour les the documents. documents. By the means of that kind Avec ces of contrôles, on est controls, obligé de faire un peu plus we are attention. forced to take care of a little bit more. Sometimes this control can help you to say to the company, we have to fix some problems. Oui, ça les force. Et c'est reparti. Direction le terminal numéro 1. Les 2 hommes de la DGAC ont choisi d'inspecter l'avion d'une compagnie régulière. C'est le même scénario que pour le charter. Frédéric Lepuil inspecte l'appareil de réacteur à la suite à bagage. Mais cette fois-ci, il va découvrir un problème sur un pneumatique. La première toile est apparente, donc on va demander aux mécaniciens quelles sont les limites. Il faut vérifier si cette usure est compatible avec un nouveau décollage et un nouvel atterrissage. Fabric is... Le mécano n'est pas convaincu, il tente de discuter. Et l'inspecteur l'envoie chercher le manuel de maintenance. Il faut immédiatement prévenir le chef d'escale de la compagnie. L'embarquement des passagers risque d'être en retard. On a quand même un léger doute sur le pneu. Hein. On doit vérifier qu'il peut partir comme ça. Votre mécano dit que oui. Moi, je veux bien le croire, mais on va regarder. Bah, je lui ai déjà demandé le maintenance manuel. On va vérifier avec lui. Je pense aussi que c'est bon pour un retour base. Ça me dérange pour l'embarquement, mais merci. Je Mais vais checker tout de suite. ça veut dire que s'il faut le remplacer et que ça prend 45 minutes, vos passagers vont attendre 45 minutes. D'accord. Donc, Oui, allô? souvent, les gens de l'escale nous mettent un peu la pression en nous disant on doit partir, les passagers vont arriver, est-ce qu'on peut embarquer
Selon les circonstances, c'est oui ou c'est non. C'est vrai que la pression est plus ou moins forte et il faut savoir y résister. J'ai coutume de dire que je préfère avoir 400 passagers qui crient dans l'aérogare qu'une centaine de familles qui pleurent en bout de piste. Alors c'est quoi? Quelques minutes plus tard dans le cockpit, le verdict tombe. Là, c'est les tolérances. L'avion n'est pas autorisé à redécoller. Il faut changer le pneu. And we don't have evidence that it's marked with a triangle. Chaque minute d'immobilisation de l'avion coûte cher. Les mécaniciens se dépêchent. Mais le contrôleur veut d'abord vérifier les références de l'avion. Serial number is here. And part number. À l'intérieur, l'équipage prend son mal en patience. Quand vous bloquez un avion comme ça, vous pensez à combien ça va coûter à la compagnie? Non, ça vaut mieux pas d'ailleurs, parce que peut-être qu'on sera un peu effrayé par le chiffre. Non, très nettement, la seule préoccupation, c'est la sécurité. Donc les conséquences commerciales, on les considère pas, c'est vrai. 2 heures plus tard, la réparation est presque terminée et l'embarquement peut commencer. Mais les inspecteurs, eux, doivent rester jusqu'au bout. Et pendant ce temps, de nombreux appareils échappent à leur contrôle. En réalité, la DGAC inspecte Pour Orly, Roissy et toute la région nord de la France, il y a 5 contrôleurs. sincèrement, entre nous, 5 contrôleurs pour toute la région nord de la France. C'est pas assez, oui. Vous pouvez pas dire plus? Non, je dis. Quand le gouvernement, quand M. Perben dit on va donner 4 contrôleurs en plus, qu'est-ce que vous dites? C'est pour nous. Et le problème, c'est que pendant ce temps, les petites compagnies se multiplient et pour survivre, certaines ont de plus en plus tendance à fermer les yeux sur les problèmes de maintenance. Un casse-tête pour les mécaniciens. Parce que ça arrive qu'on nous appelle pour un avion, par exemple, qui a un énorme problème, qui est bloqué, par exemple, qui a éclaté ses pneus. Donc on est appelé en urgence pour le dépanner. Et à ce moment-là, effectivement, on est obligé de réparer que ce pourquoi on a été appelé. Mais effectivement, si on regarde, et puis on a quand même un œil de professionnel, on regarde le reste de l'état de l'avion, on trouve des fois des avions dans un état assez lamentable. Oui. Et là, qu'est-ce que vous faites alors? Qu'est-ce que vous pouvez faire? On est pris entre notre éthique de mécanicien de bien faire notre travail, parce que c'est un métier passionnant, avec des grosses responsabilités. On est pris par ça, et en même temps, la menace que si on, quelque part, maintenant le drame, c'est que si on le fait trop bien, de ne plus avoir de boulot demain. Et là, vous devez faire attention à ne pas faire trop de réparations. Trop de réparations, ça coûte trop cher. Oui, ça coûte un prix fou. Il y a d'une part le prix de la réparation, et puis le fait, ce qui décuple encore, c'est que si vous arrêtez l'avion, un avion qui ne vole pas, c'est un avion qui coûte très cher. Un climat qui pourrait expliquer aussi la série noire de cette équipe. Personne ne va jamais dire, je laisse partir l'avion en sachant qu'il va exploser en vol. Ça ne se passe pas comme ça, mais on va le laisser partir avec un gros problème, et puis en croisant les doigts, en disant on espère qu'il n'y aura pas un deuxième problème qui va s'ajouter. Or le drame, c'est que souvent les accidents avions, c'est plusieurs problèmes qui se rajoutent. Et là, je voudrais dire pourquoi on parle de série noire là, en ce moment, fin août, dans le transport aérien. Bon, c'est pas les astres qui ont changé de position, etc. C'est simplement qu'on arrive à la fin de la saison, que les avions ont beaucoup volé depuis début juillet, et que les problèmes se sont accumulés dans un certain nombre de compagnies qui veulent gagner beaucoup d'argent ou qui n'en ont pas beaucoup par ailleurs. Et fatalement, les risques sont multipliés, quoi. Et il n'y a pas que les mécaniciens qui subissent des pressions économiques, les pilotes aussi. En Grèce, nous avons retrouvé Peter Tis. Le 24 août, ce commandant de bord assurait la liaison Paris-Djerba pour la compagnie turque Flyer. 10 minutes après le décollage, la génératrice du circuit électrique de son Boeing tombe en panne. Il décide de retourner se poser à Orly pour réparer. Les responsables de Flyer sont furieux. On me passe un téléphone mobile avec le chef pilote au téléphone qui en fait hurle à moi en criant « Je ne veux pas savoir ton décision, je ne peux pas savoir ce qui se passe, je ne veux même pas lire ton rapport, je veux que tu décolles dans les 30 minutes qui suivent. » Peter tient bon, il refuse de redécoller d'Orly, pour lui l'avion n'est pas sûr. Le lendemain, les inspecteurs de l'aviation civile découvrent d'autres problèmes techniques. L'avion est bloqué. 2 jours plus tard, Peter reçoit sa lettre de licenciement. Parmi les motifs évoqués, vous avez mis financièrement la société en difficulté. Aujourd'hui, vous regrettez votre décision? Négatif, j'ai regretté sur aucun moment ce que j'ai fait. Et
J'aurais fait la même chose demain. Et je suis sûr que chaque pilote qui se respecte, avec une compagnie qui se respecte, il n'y a pas de problème, il va faire la même chose. Je n'aurais aucune raison de retourner vers Orly. Mes enfants, ma femme étaient à Djerba, alors qu'est-ce que je vais encore penser un jour? C'est pas pour le plaisir qu'on fait ça. Aujourd'hui, son uniforme de commandant de bord est suspendu dans sa chambre. Peter Tiss n'a toujours pas retrouvé de travail. Mais son histoire et les accidents de cet été ont provoqué une psychose. Tous cherchent à savoir quelles sont les compagnies poubelles à éviter. Dans la presse, les listes noires se multiplient. Difficile de s'y retrouver. Alors, nous avons demandé son avis à un spécialiste du milieu aéronautique. Pierre Condon est le directeur de la revue Air et Cosmos. Est-ce que vous pouvez nous donner des noms de compagnies douteuses? À l'écran, je ne vous les donnerai pas. Pourquoi? Parce qu'une compagnie qui n'a pas d'argent pour faire de la maintenance a souvent assez d'argent pour payer les avocats. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous me dites, moi, il y a des compagnies sur lesquelles je ne ferai pas voyager ma famille. Oui, exact. Mais je ne vous donnerai pas les noms. Absolument. Absolument. On peut dire, nous ne souhaitons pas voler sur telle compagnie, mais on ne peut pas dire, cette compagnie est dangereuse. Parce qu'on se retrouve face à une aviation civile d'un pays exotique qui dit, elle, non, cette compagnie n'est pas dangereuse, d'ailleurs, je lui ai donné un agrément de transport. Donc, devant un tribunal, on est perdant à tous les coups. Mais ceux qui louent les avions dans lesquels vous voyagez ont-ils les moyens de repérer les moutons noirs? Nous sommes allés chez un broker. C'est ici qu'on loue les avions, entre autres pour le compte des tours opérateurs. Il y a 8 ans, le cofondateur de la société, Gilles Compers, a vécu une mésaventure qui lui a servi de leçon. C'est vraiment plus jamais ça. C'est la fois où on a affrété un avion russe. C'est un vol sur Odessa, et c'est la fois effectivement où on a affrété un avion russe. Plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Jamais. Pourquoi? Vous avez eu peur? On se l'est reproché, tout à fait. On n'aurait pas dû. Là, vous estimez que vous avez pris un risque lorsque vous avez affrété l'avion de cette compagnie? A posteriori, oui. Moi, ce que ce courtier reproche aux avions russes, ce sont leurs normes de fabrication et la difficulté d'obtenir un historique précis de leur maintenance. Parfait, bye bye. Aujourd'hui, il ne travaille plus qu'avec des compagnies sur lesquelles il a pu obtenir des informations fiables. Si effectivement un de nos clients vient avec une proposition d'un de nos concurrents en disant « Est-ce que vous avez interrogé cette compagnie-là » ça nous arrive de répondre « Non, on ne les a pas interrogés parce qu'on ne les connaît pas suffisamment bien, on n'a pas d'éléments tangibles sur cette compagnie. » Et là, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est le fait de dire « Si on ne connaît pas, on ne propose pas. » Mais tous les brokers et compagnies aériennes n'ont pas les mêmes scrupules. Pour preuve, l'aventure vécue par Frédéric Namur, un architecte parisien. Voie générale pour ici. Le 4 juillet, il doit partir en Grèce avec ses 2 enfants. Là, à l'aéroport, il découvre que la compagnie grecque avec laquelle il doit voyager a affrété un appareil venu des Émirats Arabes Unis et qui est apparemment en mauvais état. On entendait un bruit sourd dans l'avion. Pas de mots du commandant pour expliquer le retard. Et pas de climatisation qui marche. Il y a une des passagères va vers l'avant, sans qu'il y ait du bruit auprès du personnel de bord, revient et nous dit à haute voix « Écoutez, c'est incroyable, ils sont en train de fermer la soute à bagages à coups de marteau. Je pense que cet avion n'est pas sûr. » Et je l'ai regardé et je dis « Je pense que vous avez raison. » Je me suis levé avec mes enfants et on est parti. L'architecte réussit à faire changer son billet. En attendant son vol, avec ses enfants, il regarde l'avion décoller. L'avion va en bout de piste, il décolle, et au moment où il décolle, les enfants crient, il prend feu. Le pilote coupe le réacteur, fait demi-tour et réalise un atterrissage d'urgence, escorté par les camions des pompiers de l'aéroport. L'architecte est fou de rage. Comment des gens d'une compagnie aérienne vous disent « Vous pouvez remonter », parce que c'est ce qui nous a été dit, « Vous pouvez remonter dans l'avion, il n'y a aucun problème, c'était un petit problème technique, il est réglé, allez-y en toute sécurité ». Ces gens-là portent volontairement atteinte à votre vie uniquement pour des raisons financières. Frédéric Namur a confié son dossier à un cabinet d'avocats parisiens. Il a l'intention de porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui, une première en France. Il a le choix, monsieur Namur. Il peut dire qu'est-ce que je veux.
Est-ce que je veux, j'ai subi un préjudice, j'ai perdu des jours de vacances, qu'on m'indemnise. Ça, c'est pas très compliqué. Et c'est une nouvelle frontière. Et ça, c'est pas compliqué. Mais M. Lamure, il ne s'en tient pas là. Il dit non, il y a des gens qui déploient une activité dans des conditions dangereuses. Il faut qu'on recherche les conditions dans lesquelles tout ça s'est opéré et quels sont les responsables. Donc, il est aussi soucieux, non seulement de son intérêt privé et personnel, mais d'un intérêt plus général, celui de la sécurité de tous. Cet avion, nous l'avons retrouvé. Il est parqué depuis 2 mois sur un parking de Roissy. Les inspecteurs de la DGAC plus apparent, c'est au sol. refusent de le laisser redécoller. Donc ça fait Fuite de carburant, réacteurs abîmés, et avec corrosion du la fuselage. peinture est complètement attaquée. L'état de l'appareil est inquiétant. Liquide hydraulique. Des avions dans cet état-là, à Roissy, on n'en voit pas tous les jours, heureusement. C'est vraiment l'avion poubelle, ça. Un avion qui ne devrait pas voler avec des passagers à l'heure actuelle, c'est tout, quoi. On ne doit pas mettre des personnes des gens dedans, c'est tout. Et pourtant, selon nos informations, cet avion a effectué des navettes entre Athènes et Paris durant 3 jours. 3 jours, pendant lesquels il a échappé à tout contrôle.